Et bonsoir. Alors, ce stream, ce sera un débrief de l'examen ENSLD que j'ai passé et que j'ai obtenu la semaine dernière au Cisco Live. ENSLD, c'est un examen de concentration du CCNP Entreprise, Accès Design, et globalement tous les streams que j'ai fait jusqu'ici, c'est pour explorer les thématiques liées à cet examen. Donc vu que je l'ai, je vais faire un petit débrief sur comment ça s'est passé et comment j'ai fait mes études en fait pour l'obtenir et quelle est la suite du CCNP. Alors, je vais mettre mon OneNote, hop là, comme ça devrait être pas mal. Yes. Alors, donc les deux streams précédents c'était des révisions. L'examen je l'ai eu, mais c'était pas facile. Pour plusieurs raisons. La première c'est que en fait ma phase de révision finale elle n'était pas assez conséquente. En fait tous les sujets je les connaissais. Il y a peut-être une ou deux questions où je me suis dit what the fuck c'est quoi ce truc. Par contre, en fait, j'ai accumulé beaucoup de connaissances, j'ai noté beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses, mais en fait, face à l'examen, c'était pas suffisant pour être à l'aise. La phase que j'ai eue pour vraiment tout reparcourir, tout réviser, tout réapprendre presque, elle a pas été assez longue, elle a pas été assez intense, je pense. Pour plusieurs raisons, j'avais pas beaucoup de temps à dédier à ça les dernières semaines, etc. Donc là-dessus c'était chaud. Et la deuxième raison c'est que les examens Cisco, je pense que c'est un peu toujours comme ça, il y a des questions qui sont un peu pièges. Alors je peux pas donner trop de détails sur l'examen parce que il y a des NDA, etc. Mais ça va être des questions, et notamment design, où en fait toutes les réponses sont justes. C'est juste qu'il faut sélectionner la plus juste. Et c'est hyper vache. Parce que faut vraiment se poser la question qu'est-ce qu'ils attendent comme réponse. Ça c'était vraiment pas facile. Et souvent en fait à plusieurs, j'ai envie de dire presque la moitié des questions, il y a deux réponses parmi généralement quatre qui semblent correctes. Et si on maîtrise pas parfaitement le truc, en fait on peut éliminer deux réponses parce qu'on connaît la techno, etc. Mais les deux autres réponses, c'est super chaud de se dire merde, c'est laquelle la bonne réponse. Donc là-dessus c'était vraiment pas facile. Néanmoins je m'en suis sorti, et donc je vais montrer un peu comment j'ai fait, même si c'est sûrement, enfin chacun a sa méthode de compréhension, d'apprentissage. Mais du coup je vais commencer par réexpliquer un peu mon parcours dans le CCNP. Donc, j'ai regardé des vieux messages pour me rappeler quand est-ce que j'avais commencé à étudier ça, et en fait apparemment j'ai pris initialement la décision de passer le CCNA en décembre 2023. Donc ça fait déjà un moment. On est en février 2026. Donc ça fait plus de 2 ans. À la base je voulais passer le CCNA en fait, et j'ai suivi les cours de Jérémy Attilab qui sont excellents. Mais en fait rapidement j'ai voulu aller plus loin, et plutôt que de me concentrer sur apprendre par cœur des lignes de commande, etc. pour passer le CCNA, je me suis dit je vais continuer l'apprentissage théorique mais niveau CCNP. Et donc le CCNP, contrairement au CCNA, en fait c'est deux examens. Il y a l'examen corps et il y a l'examen concentration. Alors il y a plusieurs CCNP en fait. Il y a le CCNP entreprise, il y a le CCNP data center je crois, etc. Il y en a plusieurs. Il y a le CCNP service provider. Moi c'est CCNP entreprise que je passe, c'est le plus populaire. Et il faut passer l'examen core, donc qui s'appelle NCORE, ENCOR, pour Enterprise Core, puis un examen complémentaire qu'on appelle concentration, Concentration Exam, qui est un examen qu'on choisit parmi une liste. Et donc le plus populaire c'est NRC. NRC c'est un examen plutôt configuration, donc il faut savoir configurer iOS XE, troubleshooter, et donc il y a beaucoup de labs, c'est très orienté opérationnel on va dire.
Celui que j'ai passé moi, donc c'est ENSLD, c'est l'examen de design. Donc là par contre il y avait 0 lab pour le coup. 0 lab, 61 questions. J'avais 2 heures. Normalement on a 1h30 mais comme l'anglais n'est pas ma langue maternelle, j'ai une demi-heure en plus. 61 questions apparemment parce qu'en en fait ils testent des questions, donc c'est des questions qui comptent pas. Et donc normalement c'est 60 questions mais ils en rajoutent une, ils disent pas laquelle, pour voir comment on répond. Et donc c'était l'examen de design qui n'est pas le plus populaire mais qui est le plus intéressant à mon sens. Parce que apprendre à configurer c'est très bien, c'est important. Mais je préfère comprendre comment et pourquoi on architecture un réseau d'une façon ou d'une autre. Pour moi c'est ça qui me permet de me sentir crédible en réseau. Non pas que... Enfin configurer c'est hyper important aussi parce que si on est devant un switch et qu'on sait pas ce qu'il faut taper, bah, on n'est pas crédible. Mais dans des réflexions plus haut niveau, plus d'architecture en fait, le CCNP Design m'a appris des choses qu'on voit pas dans les autres branches du CCNP qui me permettent de savoir vraiment pourquoi on design les choses comme ça, quels sont les avantages et inconvénients de chaque design, notamment quand on commence à designer du WAN ou du gros campus, qui sont très intéressants. Voilà, ça c'était pour mon choix. Et en fait, du coup, dans mon enchaînement de réflexion par rapport à l'assertif, au début je voulais passer CCNA, je me suis dit bon en fait c'est bon, c'est pas la peine, je vais passer direct le CCNP. Et au début j'étais concentré sur du coup Ncore. Et en fait il y a plein de sujets dans Ncore qui m'embêtaient. Il y a les sujets plutôt SD1, SD Access, bon ça je les ai eu aussi dans NSLD. Il y a les sujets Wi-Fi qui sont pénibles quand on sait pas faire de Wi-Fi, il faut tout apprendre, c'est très difficile à maqueter. On peut installer un contrôleur 9008 mais moi j'ai pas d'AP Cisco, voilà c'est compliqué. Et du coup cet examen Ncore il m'embêtait un petit peu. Et puis c'est pour ça que je me suis dit bon je vais déjà passer au NSLD, ça me permettra d'avoir des bonnes connaissances théoriques. Donc ce que j'ai fait. Et ensuite on verra pour Ncore. Et la bonne nouvelle c'est que Ncore évolue et que la partie Wi-Fi va virer de Ncore fin mars. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Alors ils vont sûrement mettre plein de choses à la place. Enfin pour l'instant le programme il change pas mais je pense qu'ils vont mettre des questions d'automatisation à la place parce que c'est à la mode. Voire d'IA on verra. Mais pour moi ça m'arrange parce que apprendre par cœur des fréquences etc. Enfin ça n'a pas trop d'intérêt. Ncore demande à apprendre beaucoup de choses par cœur. Si on peut s'éviter la partie Wi-Fi, bah c'est bien. Donc je compte passer Ncore en avril ou en mai. On verra. Je me presse pas trop, j'aimerais bien l'avoir pour cet été. Mais je vais pas me mettre une grosse pression pour l'instant. Il y a énormément de sujets. Donc autant aller les voir en profondeur. C'est pour ça que je continuerai à streamer. Et notamment, ça je pense que ça sera plus intéressant. Enfin plus je sais pas, mais ça sera intéressant. On va faire des labs. Parce que je suis pas super bon en ligne de commande Cisco, surtout que ça dépend des OS Cisco. Je suis peut-être même plus habitué à Nexus qu'à iOS XE. Ça dépend même des versions, ça dépend de plein de choses et les différents protocoles de routage ils se configurent pas de la même façon. Tout ça rend la configuration un peu compliquée, donc vu qu'il y a des labs, pas beaucoup mais il y a des labs quand même dans Ncore, je préfère ne pas les rater. Et en parallèle me concentrer sur tout le reste. On regardera tout à l'heure le blueprint de Ncore, mais avant du coup on va regarder un peu comment j'ai fait pour apprendre tout ça, en partant du principe que j'ai commencé avec des cours CCNA et petit à petit j'ai fait Ncore et puis NSLD. Donc ça c'est mon OneNote avec à peu près toutes mes connaissances en réseau. Donc en fait, mes supports de cours, ça a été le livre officiel, l'OGC, officiel Cert Guide, je crois. Les cours de Jeremy IT Lab. J'ai trouvé 2-3 cours de CBT Nuggets aussi. Il y en a sur YouTube. Et beaucoup de pratiques, beaucoup de lectures, beaucoup de labs. Les labs c'est bien parce que ça permet de
de se poser des questions, se dire mais attends, je pense avoir compris le truc, mais quand je le configure, il y a certains éléments que je comprends pas. Soit parce que ça marche pas, il faut faire telle commande pour que ça marche, mais du coup elle fait quoi cette commande? Soit dans les guides de configuration classiques, ben on comprend pas tout comment ça fonctionne, donc c'est là qu'on peut un peu bidouiller et comprendre le fond des choses. Il faut vraiment toujours se poser des questions. Ça fait quoi si je fais ça? Enfin, en tout cas, c'est mon approche pour comprendre un sujet. Si je lis, j'apprends pas ce que je lis pour enfin pour que j'apprenne. Après, c'est ma façon d'apprendre, hein. Mais pour que j'apprenne, il faut absolument que je comprenne vraiment très bien, ou du moins que je pense comprendre vraiment très bien. Et du coup, moi, je prends énormément de notes, et notamment, j'essaie de noter quand il y a une phrase qui fait sens pour moi. Parfois, quand on apprend quelque chose, il y a une phrase ça clique en fait. On se dit ah oui d'accord, ce truc là, je le vois, je visualise. Alors des fois on se trompe, hein. Des fois on pense visualiser quelque chose mais c'est pas bon. Mais on essaie de visualiser et là on reformule ou on écrit cette phrase pour faire les connexions neuronales qui nous permettent de revenir à cet état où on a compris. Donc je prends énormément de notes et ensuite je synthétise. Et je reformule et j'essaie d'avoir quelque chose. Alors je suis assez visuel moi, mais du coup je fais des schémas souvent. J'essaie d'avoir quelque chose dans ma tête qui soit cohérent, construit, il n'y ait pas de trou. C'est très vague dit comme ça, mais c'est ce que j'essaie de faire. Après chacun sa façon d'apprendre les choses, mais c'est là où des fois le guide officiel il est pas suffisant, et là il faut creuser. Et creuser c'est pas toujours facile parce que certaines réponses elles sont super dures à avoir en fait, notamment en design. Ou même parfois en configuration. Je me suis encore heurté à ça là aujourd'hui, hier je configurais le VPN VXLAN en lab, et en fait j'ai essayé de faire des cas de figure qui sont pas forcément les cas de figure recommandés, mais qui sont des cas de figure simples qui me permettent de comprendre chaque élément. Et en fait il y a des trucs qui marchaient pas et c'était impossible de trouver pourquoi. Parce que les guides de conf ils mettent des commandes et ils expliquent pas pourquoi il y a cette commande exactement. Que fait cette commande exactement? Des fois c'est pas facile et du coup faut creuser. L'IA peut aider mais peut aussi dire n'importe quoi. Il faut vraiment être méfiant par rapport à ça quand on défriche un sujet. Parce que ChatGPT, Perplexity et compagnie, des fois ils ont l'air de proposer des réponses hyper convaincantes et en fait c'est n'importe quoi. Donc faut vraiment faire attention à ça, je me suis déjà fait piéger plusieurs fois. Faut vraiment prendre du recul. Donc ça c'est pour ma façon d'apprendre. Donc lecture du bouquin officiel, lecture des white papers Cisco, lab, vidéo qui explique bien. Il y a Jérémy Etilab qui est excellent. Il y a un autre gars, il s'appelle Telecom Tech, c'est Lazarus de Telecom Tech, qui explique super bien. En tout cas c'est ma façon de comprendre les choses, donc ça fait plaisir. Voilà, chacun va comprendre différemment. Moi j'avais regardé aussi Kevin Wallace, c'est un WCCIE je crois, enfin c'est une grande ponte de l'enseignement Cisco, mais j'avais pas accroché. Je trouvais que c'était beaucoup trop pas bateau mais pas hyper pertinent et trop dans la présentation de comment c'est et pas le questionnement de pourquoi c'est comme ça. Et ça, en tout cas pour l'examen de design, ça suffit pas. Et je pense que même pour Ncore, ça suffit pas. Il faut vraiment comprendre le pourquoi du comment. Mais c'est aussi le boulot d'un ingénieur, je pense. Pas juste dire, bon bah voilà, VXLAN c'est comme ça. Mais plutôt se poser la question, pourquoi on a ça? Et quel est le rôle de chaque brique, de chaque élément qui permet d'arriver à ce résultat final. J'ai eu des très bons profs à l'UTT, genre deux en particulier, qui sont Guillaume Doyen et Alain Ploy, qui vraiment, je pense, ont compris la façon de penser d'un ingénieur, c'est-à-dire de partir du besoin fonctionnel et d'expliquer en partant de là. Plutôt que de partir de bah voilà, il y a une grosse techno, ça marche comme ça. On se pose la question, on a besoin de faire ça, mais du coup, voilà ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. Et voilà les problèmes que ça va poser, voilà comment on va résoudre ces problèmes, etc. etc. Pour comprendre par exemple le VPN VXLAN ou MPLS, moi, ma façon en tout cas de comprendre les choses, c'est vraiment par là. C'est pas l'inverse. Si on me parle de MPLS avec des routes target, des routes distinguishers,
des routes VPN v4, des labels, des stacks de labels, comme ça, bah ok, je veux bien, mais je vais pas comprendre. Si par contre, on me parle du besoin fonctionnel, c'est-à-dire faire cohabiter plusieurs environnements clients et proposer des services de L3 VPN, et ben du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'isoler les clients dans des VRF. Pour distinguer les VRF, on a besoin de route distinguisher, pour distinguer les routes au sein des VRF. Et pour annoncer des routes, on a besoin de route target parce que ceci, cela. Et là, on se rend compte que, ah bah oui, il n'y a pas d'autre solution que de faire ça. Ou alors il y en a d'autres, mais c'est trop chiant à mettre en place et c'est pas scalable. Et par exemple, on peut faire de l'environnement VPN, enfin de l'environnement VPN multi-tenant sans MPLS. On peut le faire avec de la VRF Lite par exemple. Et puis des interfaces avec plusieurs VLAN dessus et ça va arriver dans les VRF. Bon, je suis pas forcément très clair là, mais par contre, quand on se dit bah ouais, on veut faire ça, mais en plus on veut être scalable et ceci, cela, bah en fait MPLS devient logique. Et là je comprends, et là je suis d'accord, et là je peux le réexpliquer derrière, etc. Mais souvent, on nous présente les choses telles qu'elles sont, mais pas pourquoi elles sont comme ça. Et sauf que le réseau, c'est un empilement de technologies. Même VPN Vexlan qui est à la mode, VPN, c'est quelque chose qui est pas nouveau du tout. En fait, VPN en service provider, ça existe depuis longtemps. C'est le fait qu'on le couple à Vexlan qui est plutôt moderne. Mais Vexlan, pareil, ça fait longtemps que ça existe. Et du coup, tout ça est basé sur... Enfin, en tout cas, VPN est basé sur BGP. BGP, c'est même MPBGP, parce que on transporte des choses qui ne sont absolument plus des préfixes IPv4, on transporte des adresses MAC avec des tas d'informations. Tout ça, il faut maîtriser BGP d'abord. Et pour maîtriser MPBGP, il faut maîtriser BGP de base. Donc il faut maîtriser les bases du réseau pour ensuite, petit à petit, construire les couches, comprendre le besoin fonctionnel et comprendre comment on y a répondu. Et ça, c'est pas toujours bien abordé. Il y a des cours qui l'abordent comme ça, il y a des blogs, surtout des blogs en fait qui l'abordent comme ça. Mais quand on lit certains white papers Cisco ou certains référentiels de conf, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis en fait, on comprend pas quoi. Ou alors il faut lire des RFC, mais pareil, c'est pas toujours très didactique. Et du coup, voilà, il y a une partie de la connaissance qui est difficile, en tout cas pour moi, à avoir, parce que c'est pas expliqué comme j'aimerais que ça le soit. Et c'est là où Lazarus de Telecom Tech fait un super boulot. Parce qu'il explique ça de cette façon-là. Il part du besoin fonctionnel et il explique. Voilà. Je me suis un petit peu... j'ai un peu dérivé. Mais tout ça pour dire que... En gros, j'avais un planning. J'ai repris tous les sujets et je me suis donné une semaine par sujet. Chaque semaine, théoriquement, le lundi, je révisais plutôt du long terme. Alors, palais mental, on en reparlera. C'est très bien de faire ça, même si c'est super épuisant. On prend une feuille blanche et on écrit un paragraphe pour expliquer le sujet de la semaine dernière. C'est super important pour consolider les connaissances. Mais c'est fatigant, souvent on est là, ouais, mais c'est bon, je sais. Mais en fait non, on sait pas. Et je l'ai compris en examen où je pensais avoir compris les sujets. Et puis devant les questions, j'étais comme un con. Parce qu'en fait, on n'a pas tout compris. Et du coup, si on réécrit un paragraphe type blog, comme un article de blog pour expliquer un sujet, mais essayer de le vulgariser, essayer de tout mettre ce qu'on sait dessus, c'est très très fatigant, c'est très très chronophage, mais c'est super important si on veut fixer dans la mémoire. Voilà. Moi du coup, j'ai pris l'option du stream, même si je suis pas super à l'aise parce que streamer c'est pas facile et j'ai pas forcément de notes et je me rends compte que je m'embrouille. Ça aide quand même à mettre le doigt peut-être sur ce que je sais pas, sur ce que je devrais vérifier, sur des questions que je peux me poser. Et des fois, oui, j'ai bien des trous et je me dis merde, comment on fait. Ça, c'est le lundi. Le mardi, révision long terme type flashcard, on pourra en parler aussi. Et topic de la semaine. Donc là, c'est plutôt la révision le mardi sur le sujet de la semaine. Donc par exemple, la semaine 36, c'était EIGRP. Parfois, c'est trop gros. Du coup, ça prend plusieurs semaines. Par exemple, BGP, on voit ici, alors ça m'a pris 3 semaines, mais bon, je connaissais déjà la base de BGP évidemment, et puis j'ai eu différentes choses qui ont fait que j'ai pas pu faire des semaines complètes. Et ça c'est très compliqué. Le problème un point critique dans les études de ce genre de choses, c'est la régularité. On peut louper un jour, mais on peut pas louper 2 jours de suite, quoi.
Alors ça veut pas dire qu'il faut bosser tous les jours, c'est bien d'avoir un jour de repos quand même, notamment le week-end, mais ou en semaine si on a beaucoup de boulot, etc. Mais il faut vraiment essayer d'être régulier. Et j'y reviendrai plus tard, mais j'ai mis beaucoup de temps à avoir cet examen parce que d'une part j'ai changé plusieurs fois d'avis sur quel examen j'allais passer en premier, mais aussi parce que j'ai pas été régulier et j'ai eu des gros trous. J'ai fait un déplacement à l'étranger super loin, ben j'ai pas du tout pu bosser parce qu'en fait je pensais pouvoir bosser, mais non, en fait j'arrivais à l'hôtel, je dormais et puis je me relevais le lendemain matin tôt pour repartir bosser. J'ai pas pu bosser du tout là-dessus, et puis les quelques moments que j'avais, je préférais être avec mes collègues que tout seul dans ma chambre d'hôtel. Il y a eu plusieurs périodes comme ça où pendant plus d'une semaine en fait j'ai rien fait, et ça casse la dynamique, ça casse l'apprentissage et ça casse ce qu'on met en place. Notamment les répétitions espacées qui permettent de consolider la mémoire. Et ça c'est, il faut vraiment éviter à tout prix. Mercredi, révision topic de la semaine, donc on continue et on creuse avec des white papers et ce genre de choses, éventuellement avec des labs. Jeudi, on réorganise les notes de la semaine, ça c'est important aussi. On relit toutes les notes et on essaie de les remettre en forme parce qu'on aura été glané de l'information à droite à gauche, on aura pris des notes. Ensuite, il faut essayer de la structurer. Et là aussi, moi c'est ma façon d'apprendre, hein. Mais si c'est pas structuré, j'y comprends rien. J'ai plein d'infos. Je peux montrer par exemple. Là, je reviens du Cisco Live. J'ai assisté à beaucoup de conférences sur VPN VXLAN. Je connaissais déjà la techno, mais j'ai appris beaucoup de choses. Du coup, alors j'avais pas mon PC, donc j'ai pris des notes sur mon téléphone. Énormément de notes en faisant des labs et en écoutant des conférences, donc un peu à l'arrache en plus. Et du coup, c'est un énorme fouillis. J'ai pas encore pris le temps de revoir mes notes, mais le début il est propre parce que c'est des choses que j'avais déjà vues. Et ensuite, on arrive à des, à des paragraphes de notes avec des labs, avec des troubleshoots, avec des machins. Et ça, ben, si je lis ça de haut en bas, ben ça n'a aucun sens en fait. Je visualise pas le truc, c'est pas structuré. Et je visualiserai le truc quand je l'aurai affiché, quand je l'aurai dessiné. Je peux donner un exemple, hein. Les LSA d'OSPF, voilà, ça me permet de comprendre. Là, moi, je me suis dit, ok, j'ai mis mes flèches, ça m'a fait me poser des questions. Parce que quand on lit quelque chose, on n'a pas forcément l'esprit critique pour se dire, attends, ce que je suis en train de lire, est-ce que j'ai tout en fait? Est-ce que je visualise tout ou est-ce qu'il me manque des bouts? Ça, c'est très difficile à savoir. Quand on fait un schéma et qu'on essaie de reconstituer le fonctionnement du truc, on voit vite quand il manque des bouts. On n'est pas exhaustif, mais on voit quand même les choses qu'on n'a pas percutées et qu'il va falloir creuser. Et du coup, ça m'aide vachement. Le schéma des attributs BGP, c'est pareil. Alors ça, c'est des images qui sont pas de moi, qui sont de Telecom Tech. Ça c'est excellent. Là, je peux voir en un schéma comment fonctionne l'espace, comment fonctionne le MED, comment fonctionne ceci, cela. Et ça, du coup, c'est hyper précieux parce que ça permet de comprendre. Et ensuite, derrière, pour réactiver les connaissances, c'est plus simple parce que j'ai les images en tête, j'ai les différents cas, beaucoup plus que des paragraphes. Voilà. Donc, après, ça, c'est ma façon d'apprendre, encore une fois. On est assez différents par rapport à ça. Jeudi, du coup, on organise les notes de la semaine et révision long terme, donc des sujets précédents. Vendredi, pareil. Éventuellement, on essaie de vous trouver des QCM. Alors, il y a les QCM du livre officiel. L'IA est capable de générer des QCM qui sont pas mal, qui sont pas réalistes par rapport au QCM du vrai examen, je trouve. Parce que j'avais des très très bons scores sur les QCM générés par IA, même dits difficiles, et même ceux où je me suis dit waouh, j'ai vraiment l'impression d'avoir compris. Mais en fait, devant l'examen, une question sur deux, je me suis dit oula, je vais devoir vraiment réfléchir et éliminer la pire des bonnes réponses. Donc voilà, ça fait pas tout. Mais essayez d'avoir des QCM. Après, il y a des communautés en ligne, il y a Reddit, il y a des Discord, il y a voilà. Même s'entraîner, je pense, à répondre à des questions. Tout à l'heure, je suis tombé sur un gars sur Reddit qui posait une question sur HSRP. Et je me suis dit, mais sa topologie a l'air simple.
mais j'arrive pas à trouver une bonne réponse. Et ça m'a montré que j'avais loupé un truc dans HSRP. Donc très intéressant de faire ça. Faut aller voir les questions des autres en fait, et essayer d'y répondre. Alors des fois elles sont alambiquées, elles sont tordues, mais ça peut, je pense, dans beaucoup de cas aider. Le lab, ça c'est important. Donc, et surtout, notez les golden config et documenter le travail de lab, même si c'est vite fait. Ça, je le fais. Là, je suis en train de le faire pour VPN VXLAN. Golden config. Voilà. Un L2 étendu, très simple. Ok. J'ai même laissé les confs qui permettent de faire l'IGP. Et je commente. Donc, j'ai la golden config. Voilà, ça c'est la config de la Leaf 4 qui est ici. Voilà. Je mets ma conf à côté, je commente tous les trucs qui me permettent de vite me dire ok, je vais mettre ça en place, voilà ce qu'il faut faire et voilà pourquoi on le fait. Et ça me permet d'adapter derrière. Et ensuite, ça c'est un output, en l'occurrence de show BGP, L2VPN, EVPN, qui me permet là aussi de commenter toutes les routes qu'on voit et de montrer les éléments importants qui sont dans cet output. Et donc ça me permet derrière de vérifier aussi si un jour je le refais, est-ce que j'ai bien ça ou est-ce que j'ai d'autres choses. Et si je bidouille ce truc là, ce paramètre là, qu'est-ce que ça change dans les routes que je vois. Voilà. Tout ça il faut le configurer, il faut le noter et c'est super important. Voilà, ici par exemple je fais du L3 symétrique sans VLAN étendu, juste avec des RT5, des routes type 5. Voilà ce que j'ai dans ma table d'adresse MAC, voilà, on a ça. Voilà ce que j'ai dans mon output BGP. On voit que j'ai des routes type 5. Si j'annonce la routeur MAC, je la trouve ici en route type 2, etc. La mise en page est pétée, mais sur OneNote ça rend mieux. Là je suis sur la version web. Donc voilà, documenter le travail de lab c'est extrêmement important. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans le cas où j'avais compris le truc, j'avais eu le déclic. Et en fait j'ai pas fait l'effort de le noter correctement, de le laber proprement de façon rigoureuse, de tester correctement de façon rigoureuse, et derrière j'oublie et c'est chiant. Voilà. Donc voilà, pareil, là j'avais fait des exemples sur BGP. AES, voilà, conf de base AES. Il y a ça, si on show IP route, on a ça, j'ai mis en gras les trucs intéressants, etc. Voilà. Donc ça c'est hyper important de le faire. Enfin en tout cas, je le conseille. Et le week-end, du coup, révision plus long terme, là c'est besoin. Alors palais mental. Le palais mental, c'est une technique de mémorisation qui est assez connue. Allez voir les vidéos de Fabien Olicard là-dessus. Mais en gros, vous avez un lieu que vous connaissez bien. En fait, on connaît très très bien les lieux. Le cerveau, il est fait pour retenir des lieux. Et on y place des indices vers des concepts. Alors c'est très difficile de retenir un concept. C'est pour ça que le concept, il faut le comprendre. Et ensuite, on se donne un indice pour accéder à ce concept, pour être sûr de rien oublier. Par exemple, moi j'avais retenu les différentes méthodes de transition IPv4 IPv6. J'étais sûr de rien oublier parce que quand je parcourais mon palais mental, il y avait tout qui était là. Je pouvais rien oublier parce que le palais mental, on révise régulièrement, donc il y a tous mes indices qui sont là. Un indice, c'est quelque chose qui est encodé. C'est souvent des trucs très très cons. Faut essayer de jouer sur ce qui est percutant, drôle, qui fait peur, ou des choses absurdes, etc. pour que ça soit percutant. Et essayer de faire un lien entre un concept qu'on veut retenir et un objet ou une situation, quelque chose. Et cet objet ou cette situation, on la met à un endroit du palais mental. Et quand on parcourt le palais mental, on parcourt toutes les pièces dans un ordre précis. Et dans chaque pièce, on a un ensemble d'éléments qui sont des encres vers ce qu'on veut retenir. Par contre, faut pas essayer de tout encoder. Faut pas essayer d'avoir quelque chose d'exhaustif dans la tête. Ça doit être des indices vers des choses qu'on connaît. Donc avant, il faut connaître. Et ensuite, on fait juste le lien qui nous permet d'avoir dans notre tête comme un carnet de notes. En fait, c'est un peu ça. C'est comme un carnet de notes avec des chapitres. Et on peut parcourir le carnet de notes et on va rien oublier. Et si on parcourt régulièrement, en tout cas, on va fixer ça dans la mémoire. Et à chaque fois, il faut prendre le temps de s'arrêter régulièrement. Tel élément, je vais le décortiquer.
Alors un élément parfois il peut ouvrir la porte, et ça peut être au sens littéral, hein, sur une autre pièce ou un autre ensemble d'éléments. Par exemple, pour retenir le header IPv6, il y a un endroit dans mon jardin, mon vrai jardin. Je sais que c'est IPv6 à cet endroit-là, j'ai décidé de mettre IPv6 à cet endroit-là. Et le header, en fait, c'est une scène qui se passe avec les différents éléments, les différents champs du header. Et cette scène, bah voilà, je la joue de A à Z et ça correspond à chaque élément du header. Mais j'encode pas exactement, littéralement chaque truc. Ça doit être de l'aide. Ce champ il me fait penser à ça, alors je vais le représenter comme ça, et voilà ce qui va arriver, etc. Voilà. Donc ça c'est pour le palais mental. Chacun, enfin c'est très personnel un palais mental, c'est pour ça que je veux pas dire exactement ce qu'il y a dedans, parce que faut pas chercher à prendre celui d'un autre. Mais il faut pas chercher à tout stocker, et il faut chercher plutôt à vraiment à mettre des encres vers de la connaissance. Et la connaissance et la compréhension, on doit l'avoir de base. Et c'est pour ça que moi je suis visuel, donc j'ai un schéma qui va me permettre de me rappeler de ça, de me rappeler d'un concept. Et ensuite ce concept là, bah, je vais l'encoder sous la forme d'un objet qui est mémorisable dans mon palais. Et comme ça me permettra de me forcer à le revisualiser régulièrement, à condition, et c'est là où mon gros problème, de réviser souvent le palais mental. Mais sauf que sur un sujet comme ça, comme le NSLD ou le NCore, c'est tellement vaste que c'est fatigant. Et donc il faut le faire par étapes, il faut faire des révisions quotidiennes d'un petit bout, des révisions hebdomadaires de plus gros bouts. Et c'est un peu le même concept que les flashcards, c'est de la répétition espacée. C'est-à-dire qu'au début on va répéter souvent, puis après on aura moins besoin de répéter, mais il faut continuer de le faire une fois par mois, etc. pour avoir une connaissance qui est parfaitement fixée. Si on essaie d'ingérer plein de choses dans le palais mental et qu'en fait on révise pas, on va tout oublier direct. Alors que ça peut être extrêmement efficace, et quand je l'ai utilisé de façon sérieuse et que j'ai pas arrêté de le faire pendant un mois, et je savais tout. Enfin vraiment, au SPF je connaissais les timers, je connaissais tout. Et bah là c'est plus le cas parce que j'ai pas révisé, j'ai pas suffisamment révisé, et c'est une question de flemme, hein. J'ai pas d'excuses. Parce que c'est fatigant en fait. Et il faut vraiment prendre le temps de se concentrer pour reparcourir ça. Et c'est vraiment fatigant parce que ça active tellement de choses que ça demande vraiment un effort. Et donc j'avais mis tout ça dans le palais mental. Alors ça c'est qu'un bout, c'est le palais mental plutôt dédié ENSLD. J'en ai un autre pour le NCore avec beaucoup plus de choses, et ça fait très longtemps que je l'ai pas révisé. Mais là aussi, c'est là que je me dis que je suis con parce que je sais encore des trucs que j'ai appris dans mon palais mental il y a plus d'1 an. C'est limpide. Et parce que c'est super puissant comme méthode. Mais il faut prendre le temps de le réviser, absolument, absolument. Et sur un sujet comme ça, il y a tellement de choses qu'il faut préparer le truc à l'avance. Parce que ça va prendre beaucoup de place mentale. L'étendue du truc est grande. En fait là, chez moi en fait, mon palais mental pour mes révisions réseau, c'est en gros c'est mon village. Et chaque thème, le L2, le L3, etc., ça va être une maison. Donc le L3 par exemple c'est chez moi, parce que c'est là où je connais le plus de pièces, et je sais que le L3 c'est un gros sujet. Mais le L2 c'est chez quelqu'un d'autre, le L1 aussi, etc. etc. Et du coup je suis un peu chez ces personnes. Et du coup ça s'étend sur plusieurs maisons en fait, avec toutes les pièces de toutes les maisons. Donc ça prend beaucoup de place. Et ça peut paraître un gros travail de faire de la révision de tout ça. Et c'est le cas, il faut le faire étape par étape, et il faut le faire régulièrement. Et là c'est facile, et là les connaissances elles sont absolument fixées. Que ça soit des connaissances conceptuelles, parce que les éléments dont je parlais tout à l'heure, où ok cette phrase, elle me fait comprendre le concept, bien. Et là je le saisis, là on saisit ce concept là. Et il suffit juste de retourner à cette phrase ou à la façon dont on le visualise, ça peut être une phrase, ça peut être un schéma, et on peut réexpliquer le concept. On a à nouveau accès à ça. Et on fait ça pour tout ce qu'on a. Ça c'est pour les concepts. Mais aussi des choses qui sont plus terre à terre, des adresses MAC, des numéros de protocole, n'importe quoi. Il y a quelques années, j'avais mémorisé 500 décimales de pi en quelques jours avec ces méthodes-là. On peut apprendre n'importe quoi, surtout des choses qui sont
chiffrer quand on les utilise avec une table de rappel, c'est encore une autre technique. Des chiffres, des choses comme ça, mais aussi des concepts si on s'en sort bien. Faut juste pas se faire piéger avec le fait de vouloir tout encoder. Ça, c'est une connerie. De vouloir encoder chaque notion d'un concept alors qu'on en connaît 90%. Faut pas encoder des choses qu'on connaît et qu'on est sûr de bien connaître. Par exemple, je vais pas encoder. Allez, bon, c'est une notion obsolète, mais qu'on voit toujours de temps en temps. Des classes d'adresse IP. Je sais comment ça marche. Il faut regarder les premiers octets. À quel moment. Enfin, ça va être D1 puis un 0. Suivant combien on a de 1, bah, ça va définir si c'est une classe A, une classe B, une classe C, une classe D, etc. Ça fait 1, 1, 1, 0 par exemple. Je vais pas apprendre. Je vais pas encoder la classe A, encoder la classe B, encoder la classe C, ça serait débile. J'ai compris le concept. Mais ça, je l'ai compris d'une façon générale. Je vais pas l'encoder tout court. Parce que je le connais depuis longtemps et voilà. Le CIDR par exemple, c'est pareil. Le nombre de bits dans une adresse IPv6, je le connais, c'est 128. Je vais pas l'encoder. Je vais pas chercher à avoir une bibliothèque exhaustive. Je veux pas une encyclopédie dans ma tête. Parce qu'il y a une bonne partie des choses que je connais déjà de base naturellement sans avoir recours à des outils comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le palais mental, en fait, il faut pas chercher à tout retenir. Et notamment ce qu'on connaît déjà. Sinon, c'est trop de boulot et on s'embrouille et c'est chiant. Voilà. En tout cas, c'est mon retour sur ces techniques-là. Qui sont extrêmement puissantes, mais qui sont fatigantes à utiliser. Qui demandent de la rigueur, beaucoup. Et peut-être aussi de l'expérience. Pour savoir comment les utiliser correctement. Et aussi peut-être les adapter à chacun. Peut-être qu'il y a des gens, ça leur parle pas du tout de faire ça. Allez voir les vidéos de Fabien Olicard, il en parle plutôt bien. Et ça, c'est ce que j'aurais voulu encoder, mais je l'ai pas fait. Voilà. Là, il n'y a pas grand chose, hein, parce que c'était à la fin que voilà, j'ai commencé à faire ça. Mais ça m'a quand même permis d'avoir pas mal de choses en tête, et notamment les stratégies de migration IPv6 avec les différents types d'adresses. Et derrière chaque concept, bah derrière, ce qu'il faut faire, c'est se souvenir de ce que ça fait. Évidemment. Mais ça, et certaines choses, on peut pas l'encoder. C'est juste du savoir qu'il faut faire. Genre, c'est quoi ils attaquent, bah c'est ça quoi. Et il faut pas forcément chercher, voilà, à tout mapper dans un palais mental. Donc c'est ça pour le palais mental, voilà. Je m'étais noté aussi 2-3 questions. J'ai jamais répondu, ça m'a pas servi. Et du coup, le déroulé des semaines, ce qui me permettait d'arriver à l'examen, semaine 7, donc objectif 9 février. On est le 16. Et donc du coup, même si à l'avance, alors évidemment, j'ai commencé mon vrai déroulé là, après avoir commencé à réviser le NSLD, hein, ça arrive un peu en plein milieu. Mais parce qu'il y a un peu plus de sujets que ça, pas tant en fait, hein, pas tant. C'est un peu difficile de savoir en amont combien de travail ça va nous prendre parce qu'on connaît pas tous les sujets et chaque sujet on sait pas à quel point on va devoir creuser pour finir. Mais donc il faut essayer quand même de se faire un planning en se laissant de la marge. Moi à la base j'avais prévu de le passer plutôt semaine 51, l'examen, dans ces eaux là, en tout cas fin décembre. Ça a décalé. Et en fait ça s'est trouvé bien parce que ça m'a permis d'avoir un peu plus de temps pour réviser. Et comme j'allais au Cisco Live et qu'on peut passer un examen au Cisco Live, bah ça tombait bien. Voilà. Ah, c'est mieux comme ça. Ensuite, je me suis fait un planning. Alors, je vais pas pouvoir l'ouvrir ici, je pense. Ah, peut-être que si. Je vais essayer. Yes, ça fonctionne. Alors par contre, va falloir que je le mette sur mon écran. Je vais essayer. Ouais. Capture de la fenêtre. Voilà. Je vais faire ça. Et ça. Ok. Et du coup là si je fais transition. Le mieux ce serait même ça. Transition. Normalement.
Ok, c'est pas trop mal. Ça c'est mon... En fait c'est mon planning. J'ai pris le blueprint. D'ailleurs je vais faire ça. Hop. Voilà. J'ai pris le blueprint sur le site officiel de Cisco hein, qu'on avait vu la dernière fois. Et pour chaque chapitre, je regarde si je l'ai étudié. Alors si je l'ai labé, ça n'a pas trop d'intérêt parce que ENSLD, il n'y a pas de lab. Le rendu est affreux là. Normalement sous Excel, toute la case est de la même couleur. Et en fait mon niveau estimé donc par section. Et quand il y a plusieurs sections, du coup, et ben, par exemple ici, ça c'est une sous-section de cette section 1.5. Du coup ça représente et ben, la moyenne de ces sections là. Et ensuite, ben, la grosse section ici, elle est représentée ici. Et du coup, je mets mon niveau estimé de 1 à 3 pour chacune de ces sections-là. Et ensuite, je fais une moyenne totale pondérée par... je sais pas si on voit bien. Pondérée par le blueprint en fait. Le blueprint il nous dit il y a 25% des questions, ça sera là-dessus, etc. C'est plutôt respecté, j'ai eu des questions à peu près sur tout. Pour le coup, beaucoup de QoS, d'automatisation et encore pas tant que ça. Donc ça correspond plutôt bien. Du WAN, différents types de WAN. On a parlé d'IPsec, on a parlé de plein de choses. De spanning tree, quelques questions aussi sur l'addressing, etc. Des questions sur BGP, pas mal, etc. Donc l'examen était plutôt bien réparti en ce sens. Et donc ensuite, bah voilà, est-ce que j'ai étudié chaque chapitre? Alors ça, ce truc est pas à jour visiblement parce que en vrai, j'ai été plus loin que ça et j'ai une meilleure moyenne que ça à la fin. Mais du coup, ça me permet de traquer ma progression et de voir où j'en suis. Et il y avait des gros trucs, par exemple, bah, tout ce qui était ça là, les VPN, le SD-WAN, etc. Bah j'étais à 0 quoi, parce que je connaissais rien. Et donc petit à petit, bah on monte la note. Et petit à petit, bah, ça passe de rouge à vert parce que j'ai mis une règle automatique. Ce qui permet de sortir du rouge pour aller au vert petit à petit et de traquer notre progression comme ça. Donc ça c'est plutôt efficace. Je l'ai fait pour NSLD et je vais le faire pour Ncore. J'avais déjà commencé. Hein, avec un code couleur en fonction en fait de du niveau de détail dans lequel on doit aller. Donc par exemple, ici c'est du explain, donc en gros faut savoir expliquer les différents types d'architecture de tiers 3 tiers. Des fois c'est décrire simplement, voilà, décrire ce que c'est qu'un hyperviseur de type 1, ça c'est simple. Parfois c'est configure et parfois c'est troubleshoot. Alors troubleshoot, faut vraiment savoir faire quoi. Troubleshoot, faut avoir un très bon niveau. Par contre describe, ben ça va. En gros voilà, on va décrire PIM-SSM, mais on va pas demander de troubleshooter. Donc ça, les mots-clés, voilà, en gros, ils sont là. Voilà, explain, pas de conf. Voilà, configure verify, ben en gros, on a une conf, il faut se dire, ok, ça a l'air bon. Et troubleshoot, ben faut connaître les commandes plus avancées et aller essayer de comprendre si par exemple communication passe pas et c'est à cause de ce protocole. Essayer de savoir comment trouver ce qu'il faut faire pourquoi ça marche pas et ce qu'il faut faire pour que ça marche. Donc voilà, donc j'ai fait ça et du coup à chaque fois, et ben j'ai alors là c'est Jeremy IT Lab, est-ce qu'il l'a couvert, est-ce que je l'ai regardé, est-ce que moi je l'ai étudié, quel chapitre ça correspond dans le guide officiel, le niveau estimé de 0 à 3 et la moyenne totale. Et du coup avec à chaque fois des commentaires, je devrais lire ça, je devrais faire un lab de ceci, de cela. Voilà, donc ça m'aide beaucoup pour suivre ma progression. Sur un examen aussi conséquent en termes de diversité de sujets, c'est vraiment pas mal et ça permet de se forcer à tout parcourir, tout étudier et ensuite se donner un niveau, voilà, une progression, etc. etc. Je vais revenir là-dessus. Je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave.
Et du coup, ben, grosse prise de notes, ça j'ai déjà parcouru plusieurs fois, mais avec à peu près tout ce qu'il faut savoir. Euh, Essayer d'organiser, vraiment organiser la connaissance. Tout écrit, enfin moi j'écris tout, je fais des phrases, etc. Mais par contre, j'essaie de différencier ce qui est utile pour l'examen et ce qui est hors programme. Parce que sinon, sinon c'est pas possible. Enfin, BGP, il y a tellement de choses, on peut pas tout savoir. Pareil, j'ai des choses, là par exemple Genève, bon, je vais pas avoir grand chose dessus. Mais il y a plein de choses qui sont complètement hors programme dans mon bloc-notes. Et quand j'étudie un examen, il faut que je sache voilà, délimiter le sujet. Alors, on va parcourir le blueprint de Encore parce que du coup c'est le prochain objectif pour avoir le CCNP. On va parcourir le nouveau Encore, celui qui change, le 1.2 Exam Topics, dans lequel ils enlèvent le Wi-Fi. Donc voilà. Donc le dernier Encore actuel c'est le 18 mars et le nouveau c'est le 19 mars. Donc on va bien voir ce qu'il y a dedans. Alors, ça sera du coup la transition vers eh bien les futurs streams qui traiteront, je pense, d'Encore principalement. Il y aura peut-être quelques streams sur VPN à nouveau parce que j'ai un peu progressé. J'ai fait des labs notamment au Cisco Live et j'en fais en perso sur mon infra là. Ça peut être intéressant de faire un petit hors sujet, mais on va déjà se concentrer, je pense, sur Encore. J'aime pas trop me disperser parce que après je mélange tout. Donc architecture 15%. Donc ça, j'ai regardé. En gros, sortant de l'examen UNSLD, j'aurais pas de problème. Parce que tous ces sujets-là, ils ont été creusés en ENSLD, justement. Là, expliquer les différents principes de design utilisés en réseau d'entreprise, 2 tiers, 3 tiers, fabrique cloud. Ça, c'est exactement des sujets ENSLD qu'on m'a demandé d'approfondir. Donc ça, il n'y aura pas de problème. Les techniques de haute dispo, pareil. Les FHRP, le SSO, la redondance, c'est des sujets qui sont très design en fait. Donc là-dessus, il n'y aura pas de problème. Je pense même pas streamer dessus parce que c'est des sujets que j'ai déjà parcouru, que je vais expliquer. SD-WAN, c'est pareil. Voilà, les différents éléments du control plane, du data plane et tout. Le SD Access, c'est pareil. Comment est-ce qu'on interopère avec un campus traditionnel. Là par contre, interprète QS configuration. Moi, je sais comment fonctionne la QS, tout ça, mais je sais pas forcément interpréter des configurations, je sais même pas. Enfin, si on me montre une conf, j'aurais peut-être la jugeote de comprendre ce qu'elle fait, mais je peux pas le garantir et j'ai jamais implémenté de QoS sur des iOS X. Donc ça c'est quelque chose que je vais devoir laber. Interprète, ça veut dire faut comprendre les concepts de conf, pas forcément les maîtriser par cœur, mais au moins les comprendre. Ensuite, virtualisation. Décrire les technologies de virtualisation, donc les hyperviseurs, bah ça, il n'y aura pas de problème. VM, virtual switching, ça, c'est des choses qui sont aussi dans l'examen ENSLD. Configure and verify data path virtualization technology. Donc là, ça va être le plan de données et de contrôle, donc les différentes technos qui vont être utilisées pour la virtualisation. VRF, ça, j'ai pas de problème avec ça, je fais du VXLAN en ce moment. Et GRE et IPsec tunneling. Configurer de l'IPsec c'est chiant, je le sais. Configurer du GRE c'est facile. Configurer de l'IPsec c'est chiant. Et ça je vais devoir creuser. J'ai fait un lab au Cisco Live là-dessus. Bah c'était pas évident du tout. Même avec mes notes c'était chiant. Et du coup ça c'est quelque chose que je vais devoir creuser. Les VRF ça devrait aller. Je ferai peut-être un stream dessus sans doute. Ça sera plus du lab en fait. Ça je vois bien en lab pour voilà. Je fais une petite intro je pense et ensuite on part sur un lab. Les concepts de virtualisation réseau, donc Lisp et VXLAN, pareil, ça c'est des sujets que je maîtrise bien. Alors Lisp d'un point de vue purement théorique, mais on est sur du describe donc j'ai pas besoin de le configurer. VXLAN, c'est le configurer. Mais là aussi plutôt sur Netus. Ensuite, donc ça c'est 15 plus 10%, donc on est à 25%, là il y a un gros bloc de 30%. Et là ça rentre un peu plus dans le dur parce qu'on va avoir beaucoup plus de configuration. Layer 2, ça j'aime pas ça. Troubleshoot static et dynamic 802.1q trunking protocol. Ça c'est l'enfer absolu parce que personne n'utilise DTP.
mais on nous demande de configurer et de mettre en place des TP. Des TP qui servent en fait à négocier un lien trunk. Sauf que c'est pas une bonne pratique de sécurité et c'était éventuellement utile à l'époque de ISL, l'ancêtre du 802.1q. Mais aujourd'hui, ISL n'existe plus. Donc c'est chiant parce que là je vais devoir apprendre à configurer des choses. Alors statique c'est facile, tout le monde sait faire switch port mode trunk et switch port trunk add VLAN etc. Mais la configuration de DTP est assez fourbe. Il y a des trucs à savoir sous-jacents à la con, notamment quand on négocie. Quand on ne sait pas si on va faire de l'ISL ou du 802.1q, on émet des trames. On émet des trames 802.1q et ISL, mais les trames ISL sont encapsulées dans du 802.1q. Enfin, il y a un délire comme ça qui n'a aucun sens. À ce genre de choses, il faut, vu qu'on nous demande de savoir le troubleshoot, il faut le savoir. Pareil pour Etherchannel, donc là ça va être chiant aussi parce que Etherchannel il y a plusieurs modes. Il y a du statique sans protocole, il y a du LHCP, il y a du PHGP. L'enfer absolu, le spanning tree. Voilà, configure et vérifier. Alors pas forcément troubleshoot ici, mais il faut quand même savoir configurer du spanning tree. En vrai c'est pas si compliqué. L'algo il faut le réviser, il faut savoir comment le faire, comment l'algo opère. Par exemple si vous avez un schéma avec des priorités de switch et tout, il faut savoir déterminer quel lien sera coupé et de quel côté du lien. Quel switch va couper son port en fait, quand on a de la redondance. Ça c'est super important d'être sûr de soi. Jérémy Attila a fait des très bonnes vidéos là-dessus. De mon côté j'ai réécrit l'algo, j'ai pas programmé hein, mais je me suis mis du point de vue global. Je dis ok, spanning tree il va faire ça, mais aussi du point de vue du switch. Le switch, lui, il n'a pas une vue globale en spanning tree. Il a une vue purement locale. Et tout ce qu'il voit, c'est des BPDE arriver sur ses ports et il doit prendre des décisions en fonction de ça. Et donc du coup, il faut bien comprendre comment le switch choisit de bloquer tel ou tel port. Et ensuite, du point de vue d'un port, dans quels états il passe, en fonction de quoi. Et quand est-ce qu'il décide de se bloquer ou pas. Voilà. Donc, spanning tree, c'est un gros morceau évidemment. Il faut bien comprendre comment ça marche, il faut être sûr de soi par rapport à ça. RSTP, bon, c'est pas si différent, il y a 2-3 améliorations, notamment l'utilisation de ce qu'on appelle de synchronisation, qui permet d'éviter d'avoir recours au timer. Multiple spanning tree c'est important aussi, c'est bien de savoir le configurer des instances MST, etc., etc. Et aussi le toolkit, donc root guard, PDU guard, etc. Ça faut bien connaître. Faut vraiment être blindé là-dessus je pense, parce que c'est le genre de choses qui s'inventent pas. C'est pas si compliqué que ça, mais il y a beaucoup de choses à savoir. Le L3, comparer les concepts de protocole de routage de IGRP et d'OSPF, donc vecteur de distance avancé, link state, le load balancing, la sélection du chemin, etc. En gros, bien connaître IGRP, OSPF, dans quel cas utiliser l'un, dans quel cas utiliser l'autre, la façon dont ils fonctionnent, leurs différences, comment calculer la métrique, etc. Bon, ça c'est des choses que j'ai quand même pas mal vues dans le NSLD, donc ça me fait pas trop peur. Mais il y a la partie configuration, même si là on parle de comparer. Donc a priori il n'y a pas de configuration de IGRP et d'OSPF pour Ncore. C'est une plutôt bonne nouvelle. Surtout qu'il y a plusieurs façons de faire. Il y a le name mode avec UGRP ou pas. OSPF et UGRP aussi d'ailleurs je crois, on peut configurer à l'ancienne dans le process OSPF ou sur les interfaces directement. Enfin, il y a plein de choses et faut comprendre la logique, c'est pas très compliqué non plus, mais bon, c'est des choses à savoir et à maîtriser. Ah si, configurer un environnement OSPF V2 et V3 simple avec plusieurs aires normales, ok, de la summarisation et du filtrage. Donc là, on ne parle pas de stub. C'est important. Donc
je pense qu'il faut quand même connaître la notion de STAE, OSPF, mais là on parle bien d'air normal et pas stubby. Et du coup mettre en place la summarisation et du filtering. Là-dessus, je pense pouvoir trouver pas mal de labs tout faits, des énoncés de labs, mettons, qui permettent d'explorer les différents scénarios. C'est un peu dur des fois de laber sans avoir d'objectif, sans connaître les vrais use cases et les choses qui pourraient être demandées à l'examen. C'est pas évident, donc je pense trouver, notamment Jérémy Lab fait des labs là-dessus. Je pense pouvoir trouver des ressources par rapport à ça. Configurer et vérifier EBGP entre voisins directement connectés. Donc, algo de la sélection des meilleurs chemins, ça c'est à savoir évidemment. Il y a des moyens mémotechniques. Hein. We love arranges as arranges means pure refreshment. Les relations entre voisins, etc. Bon. Ça, voilà, la configuration de BGP est pas très compliquée. L'algo du meilleur chemin, il s'invente pas, il faut le connaître. Neighbor relationship, c'est pas trop ce qu'ils entendent par là, on verra. Décrire les PBR, ok. C'est de la description, c'est pas de la configuration, mais ce genre de choses, ça peut être intéressant de le configurer quand même pour voir les possibilités. Service IP. Interpréter des confs de NTP et P. Alors ça c'est l'enfer parce que c'est pas du réseau en fait, c'est de la conf de switch. Enfin c'est de la conf d'OS de switch quoi, c'est chiant. Voilà. Configurer NatPat, pas très compliqué, mais faut savoir comment faire quand même. Surtout que le NAT, attention, il y a plein de façons de faire du NAT. En général ce qu'on demande c'est plutôt ça s'appelle du NAT dynamique avec de l'overload, donc du PAT. C'est du dynamique source, je sais plus, parce qu'il y a source et dest, il y a statique ou dynamique. Voilà, il y a plein de choses avec le NAT, c'est chiant. Configurer des protocoles de redondance du premier saut, donc HSRP, VRP, ça c'est important de savoir le configurer. Bricoler un petit peu aussi, vérifier qu'est-ce qui se passe, est-ce que la préemption fonctionne, est-ce que si on coupe une SVI, qu'est-ce qui se passe, si on coupe tout le switch, qu'est-ce qui se passe, en combien de temps. Ça c'est des choses qui se labent, hein. Ça on va de laber. Décrire les protocoles, le multicast comme le reverse path forwarding check, PIMSM, IGMP, SSM, BDIR, MSDP. Bon ça j'ai eu ma dose pendant ENSLD, il y avait pas mal de questions là-dessus. J'étais pas à l'aise sur toutes. J'ai un peu transpiré et du coup c'est des choses que je vais revoir. Voilà. C'est de la description, on va pas nous demander de configurer du PIM, même si c'est pas très compliqué. Network assurance. Alors là on passe sur des choses plus monitoring, donc diagnose network problem using such as debugs, conditional debugs, traceroute, ping et SNMP. Bah là c'est du troubleshooting basique, donc en gros voilà, on va avoir un use case, ça ping pas, bon bah faut faire en sorte que ça ping, et il y a un truc qui va pas être bien dans la conf du réseau. J'ai eu des labs comme ça au Cisco Live, c'était vraiment cool, pas si facile mais c'est un bon entraînement pour comprendre par où on commence. D'ailleurs j'ai vu une conf là-dessus au Cisco Live où le gars disait en gros il faut faire du divide and conquer, donc on coupe en deux le réseau. Par exemple vous avez un ensemble de routeurs avec un PC de chaque bout et puis il n'y a pas de communication entre les deux. Bon, on va commencer par couper le réseau en deux. Est-ce que le routeur au centre il est capable de pinguer des deux côtés, oui ou non? Est-ce qu'il y a un côté qui bloque, un côté qui passe? Et petit à petit on va se rapprocher de là où ça coince. Si tout ping partout, c'est pas un problème de ping, donc c'est pas un problème de niveau 3, c'est peut-être un problème plus haut, couche applicative, de couche TCP ou autre. Ça peut être un problème d'ACL. Si ça ping nulle part, c'est pas un problème de L3 peut-être. Ça va peut-être être un problème de L2, un spanning tree qui déconne ou ce genre de choses. Voilà. Donc on divide and conquer topologiquement, on va dire, au niveau de notre réseau, mais aussi au niveau des couches aussi. Et sûrement plein d'autres
sur plein d'autres périmètres. Quiconque a déjà eu un home lab et a déjà travaillé de façon professionnelle dans le réseau sait par où commencer quand on diagnostique. Le ping c'est l'outil de base, après il y a le traceroute, etc. Bon, là il mentionne SNMP. Je sais pas trop en quoi ça peut correspondre. Bon, syslog ça va, mais SNMP, c'est quoi? C'est configurer des trappes? Je sais pas. Pour moi, c'est du diagnostic, il n'y a pas de configuration. Savoir utiliser la commande debug aussi, notamment conditionnel pour éviter de casser, enfin éviter d'être trop floudé par les debugs, mais par exemple faire un debug IP OSPF Edge qui permet de voir pourquoi l'adjacence OSPF se monte pas. Spoiler, dans 100% des cas, c'est un problème de MTU. Ce genre de choses, voilà, c'est important. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, il faut laber. Et c'est là où c'est compliqué parce que quand on monte une infra, elle marche. Alors non, on a parfois besoin de faire du debug. On a besoin parfois de faire du debug quand on monte l'infra parce que tout marche pas du premier coup. Mais généralement, on a une infra, ok, c'est bon, elle marche. Mais du coup, incorporer des trucs qui déconnent de façon réaliste, c'est compliqué. Enfin, c'est pas évident de s'entraîner sur du debug. Donc j'espère que je vais trouver des labs par rapport à ça, parce que sinon ça va être compliqué. Configure et verify Flexible NetFlow. Je sais pas ce que c'est. Je connais NetFlow, mais Flexible NetFlow, je sais pas. Span, AirSpan, ERSpan, ça c'est du port mirroring. Je l'ai déjà fait une fois. C'est pas très compliqué à faire. Après AirSpan c'est du remote port mirroring. ERSpan je sais plus. IPSLA qui permet d'évaluer la santé d'un lien en fait. Il me semble que c'est lié au tracker. On va pouvoir demander de monitorer l'état d'un lien, mais de façon plus fine que ça marche ou ça marche pas, le lien up ou down. Ça peut être une question de bande passante, utilisée, etc. Et on peut faire des actions en fonction de l'état de ce lien là. Donc OSPF par exemple va pouvoir, je sais pas, monitorer la latence peut-être, et en fonction de ça modifier le coût d'un lien. Par exemple, si on voit que notre lien vers internet, mettons on a deux liens vers internet, on voit qu'un lien a une grosse latence d'un coup, OSPF, s'il utilise des trackers, va pouvoir prioriser l'autre lien. Je crois que c'est en rapport avec ça. Décrire comment Catalyst Center est utilisé pour appliquer des configurations monitorées. Bon, ça c'est... Regardez, notre outil, il est génial. Je pense pas qu'il y ait des questions trop difficiles derrière ça. Configurer et vérifier netconf et resconf. Alors ça, netconf et resconf, j'ai bien étudié pour le NSLD, mais je l'ai jamais configuré. Donc ça sera intéressant. Par contre, à tester, je sais pas. Peut-être qu'il y a des labs sur Cisco DevNet. Sécurité 20%. Bah ça va être access list peut-être. Ah non, l'authentification des utilisateurs, le radius, c'est des choses qui sont très chiantes. Surtout sur les anciens iOS, c'est géré d'une façon que j'ai jamais compris. Ah si, ensuite les features de sécurité de l'infra, donc les ACL, COP, j'oublie à chaque fois ce que c'est une catastrophe. Et donc ça c'est de la configuration, et là c'est d'écrire la sécurité des API REST. Donc là c'est les tokens, etc. C'est plutôt simple quand on a déjà fait de l'API. Décrire les composants d'un design de sécurité réseau, donc ouais, endpoint security. Alors ça de défense je sais pas ce que c'est, mais endpoint security, donc ça c'est les EDR. Next gen firewall c'est les pare-feux. Les pare-feux Stateful, TrustSec, MaxSec, bon, c'est des choses voilà, qu'il faut creuser, qui sont plus ou moins propriétaires. Automatisation et IA, alors il n'y a pas d'IA, hein. Ils ont juste mis ça mais il n'y a pas d'IA. Interpréter du Python, ça c'est pas compliqué si on a déjà fait du Python évidemment. Savoir comment est structuré un
un fichier JSON. Décrire les principes des langages de de modèles. Donc comme Yang, ça pareil, j'en ai bouffé pas mal pour le NSLD, ça devrait pas être très compliqué. Décrire les API de Kate Center et du SD1 Manager. Alors ça, je sais pas s'il faut vraiment apprendre les endpoints des API ou comment elles fonctionnent, j'en sais rien. Ça risque d'être pénible. Interpréter les codes de réponse d'API et en gros les résultats sous forme de payload quoi, avec RESTconf ou Kate Center. Bon, c'est jamais très compliqué ce genre de choses quand on a déjà fait de l'API REST. Et c'est mon cas depuis de nombreuses années, donc ça devrait aller. Faire un applet EEM pour configurer, troubleshooter ou faire de la collecte de données. Je sais pas ce que c'est, on verra. Et les... Ouais, comparer... Alors ça, ouais, ils ont enlevé le détail, mais en gros avant ils disaient donc comparer les outils d'orchestration avec agent ou sans agent. Donc par exemple Ansible, Chef, etc. Il y en a qui ont des agents, il y en a qui n'ont pas d'agents. Faut juste les comparer et dire à quel point les avantages et les inconvénients des deux modes. Voilà. Donc ça c'est Ncore. Voilà, si on va ici, on voit un peu plus de détails sur l'ancienne version de Ncore. Voilà. Such as Chef, Puppet, Ansible et SaltStack. Bon. Et c'était Automation et pas Automation and AI. Mais il n'y a rien qui a changé, donc ça me fait rire. Voilà. Ça c'est le blueprint de Ncore. Et donc il y a du boulot. J'ai déjà, allez on va dire 70% du boulot est fait je pense. Mais maintenant il va falloir creuser et configurer. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. La semaine prochaine, on commence ça, à mon avis. On va commencer à regarder comment ça fonctionne. Et d'ici là, eh bien, bonne semaine et à lundi prochain. Allez, à plus.